en guise de conclusion, fil rouge, on a observé durant ces 2 jours qu'il y avait finalement beaucoup de craintes. Crainte de la médecine sans médecin demain, crainte de l'intelligence artificielle, crainte de la procédurisation extrême, crainte de l'EHPAD bashing, crainte de l'opinion publique, des journalistes, etc. Donc face aux craintes, l'enjeu essentiel, à mon sens, pour vos métiers, mais pour beaucoup de métiers, c'est de redonner confiance. Et je voudrais, en guise de conclusion, approfondir un tout petit peu ce mot avec vous. La confiance, l'étymologie, vous savez bien, j'aime beaucoup repartir des étymologies des mots certaines fois, et l'étymologie du mot confiance est excessivement parlante parce qu'elle donne tout le sens de cette notion. Confiance, ça vient de cum fides. Fides, c'est la foi. Ça veut dire confiance, ça veut dire avec foi. Quand on est dans le registre de la confiance, c'est qu'on est dans le registre de la foi, c'est-à-dire de la croyance. Si j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. Et c'est tout l'inverse de la connaissance, je vais l'approfondir dans un petit instant, et du contrat. Il ne suffit pas de signer un contrat avec des familles pour leur inspirer confiance, vous le savez mieux que moi. Le contrat, en quoi ça s'oppose à la confiance, contrairement à ce que dit Darty, le contrat de confiance. Le contrat, c'est une relation symétrique qui rend plus ou moins prévisible l'avenir. Quand on signe un contrat, on sait très bien ce qui va se passer entre les deux parties. Ça rend plus ou moins prévisible l'avenir, il n'y a pas d'incertitude. Dans la confiance, c'est exactement l'inverse. Quand je dis qu'on est dans le registre de la foi, c'est-à-dire de la croyance, ça veut dire que c'est un pari sur l'incertain, un pari sur l'inconnu. Si je crois en Dieu, c'est que je ne suis pas certaine de son existence. Si je crois au Père Noël, c'est que je ne suis pas certaine de son existence. Et c'est donc l'inverse du contrat parce que ça ne rend absolument pas prévisible l'avenir. Si je vous fais confiance, vous pouvez toujours me trahir. Ça rend totalement incertain l'avenir. Donc en ce sens, c'est l'opposé du contrat. C'est asymétrique, pas asymétrique comme est le contrat. Là, si je vous fais confiance, tout d'un coup, je suis vulnérable par rapport à vous qui pouvez toujours me trahir. Donc c'est asymétrique et ça rend les choses incertaines. C'est pour ça que je dis que ça s'oppose à la connaissance, la confiance. Quand je crois en Dieu, c'est que je ne sais pas si Dieu existe. Donc c'est exactement l'opposé de la connaissance. C'est pour ça qu'en entreprise, c'est difficile d'entendre les managers ou les collaborateurs dire je vais voir comment il se comporte et puis je lui accorderai plus ou moins ma confiance. C'est tout sauf de la confiance. À ce moment-là, on est dans la connaissance, c'est-à-dire que je déduis cognitivement, en fonction de son comportement, si je lui accorde plus ou moins ma confiance. Mais c'est de la connaissance. Quand je demande aux gens à qui vous faites confiance, parfois des personnes me répondent je fais confiance à des gens fiables. C'est pas la peine, ils sont fiables. Vous fatiguez pas, c'est pas à des gens fiables qu'il faut faire confiance. C'est quand il y a une incertitude. Je ne sais pas si je dois faire confiance à cette personne-là. C'est là que je dois faire preuve de confiance. Ça veut pas dire qu'il faut faire confiance à des gens non fiables, ce que je viens de dire. Ça, c'est l'histoire de l'idiot de Dostoïevski qui se détruit lui-même à force de faire confiance à des gens qui ne sont pas dignes de la confiance. Ça veut dire qu'il y a des degrés de confiance, bien sûr, mais que s'il n'y a pas une prise de risque, une incertitude, on n'est pas dans le registre de la confiance, mais dans celui de la connaissance. Ça veut dire que la confiance n'est jamais la conséquence d'un comportement ou la conséquence d'une attitude. Dès que c'est la conséquence de quelque chose, c'est de la connaissance. Je déduis que et j'adapte mon comportement. La confiance, elle s'impulse, elle s'amorce, elle se donne, mais elle n'est jamais la conséquence de quelque chose, sinon on bascule complètement dans la connaissance. La fameuse phrase, vous savez, qu'on rapporte à Lénine, mais c'est pas prouvé, le contrôle n'exclut pas la confiance, ou la confiance... Oui, le contrôle n'exclut pas la confiance, ou la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans les deux sens, de toute façon, ça marche pas. Quand il y a contrôle, il n'y a pas confiance. Quand il y a confiance, il n'y a pas contrôle. Contrôle, c'est du registre cognitif, de la preuve, du tangible, de la déduction. La confiance, c'est vraiment un lâcher-prise sur la personne, une prise de risque, une incertitude possible. Ça veut dire que tout ça, ce préambule, ça veut dire que ce ne sera pas uniquement par le mot qu'on a entendu beaucoup hier, la transparence, la communication, les évaluations dont on a parlé aussi hier, qui sont évidemment des dispositifs cognitifs que la confiance excède. La transparence est nécessaire, bien sûr, mais elle n'est pas suffisante. Parfois, la transparence cache beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais la transparence n'est pas le Graal pour faire confiance, parce qu'encore une fois, on a beau tout savoir, à ce moment-là, on est dans le registre de la connaissance, mais pas de la confiance. Parfois, il y a une part irrationnelle de la confiance. La communication, c'est bien d'afficher des messages valorisants. Bien sûr que c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour inspirer de la confiance.
et les évaluations sont absolument nécessaires. Les systèmes d'évaluation des EHPAD, etc., sont absolument nécessaires pour garantir une certaine transparence. Mais encore une fois, c'est peut-être pas non plus suffisant pour inspirer la confiance des familles, etc. Ce sera aussi par une part d'irrationnel. La confiance est très irrationnelle. Il y a aussi, on rationalise beaucoup les choses aujourd'hui dans tous les business qui soient, mais il y a une part irrationnelle de l'homme, de l'individu, qui est irréductible. Parfois, on fait confiance à quelqu'un qui n'est pas nécessairement digne de confiance, mais on ne sait pas, un geste, une attitude, un mot qu'il a dit nous inspire confiance. Et dans les attitudes qui inspirent confiance, il y a évidemment l'écoute et l'acceptation des points de vue qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'on pense. Celui qui accepte un point de vue opposé inspire plus confiance que celui, évidemment, qui le refuse totalement. C'est ne pas aussi inspirer confiance, c'est ne pas accepter uniquement de bon cœur les propos qui servent ses rancœurs. On a pu le voir un petit peu hier, je dois le dire, à certains moments, à certaines tables rondes. Défendre sa corporation, redonner confiance, c'est ça ne passe pas par le refus systématique du point de vue opposé. Au contraire, je pense que c'est en le comprenant qu'on peut mieux l'excéder et le dépasser. Redonner confiance, c'est aussi toujours préférer une réalité, quand bien même elle est douloureuse, difficile, à une illusion réconfortante. Et c'est évidemment en alliant aussi éthique de conviction, éthique de responsabilité qu'on donne confiance. La différence, c'est qu'il faut toujours s'adapter aux circonstances. Là, l'opinion est défavorable concernant vos métiers. Même si vous êtes convaincus et de façon légitime et forte de l'erreur, de l'errance de ces jugements de valeur à votre sujet, l'éthique de conviction ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être fixé sur ses convictions en se disant « mais on n'est de toute façon pas du tout ce qu'ils disent » pour répondre à cette attaque souvent injuste. Il faut s'adapter aux circonstances, être dans une éthique de responsabilité, c'est-à-dire s'adapter aux aléas, aux contingences, à la situation, plutôt que d'être systématiquement fermé sur ses convictions, aussi fortes et aussi légitimes soient-elles. Et enfin, je finirai par là, inspirer confiance, c'est surtout et avant tout, me semble-t-il, en étant attentif et sensible aux souffrances qui nous semblent éloignées et dont on est épargné soi-même. Finalement, être humain, c'est très simple de définir ce que c'est qu'être humain, c'est à mon sens cela, c'est-à-dire être sensible, recevoir, ressentir les souffrances dont on est soi-même épargné. C'est à mon avis la pierre angulaire, la clé de voûte et la plus belle justification de confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien. Je remonte juste pour vous dire que Cécile Monteuil va dédicacer son livre lors du déjeuner. Et maintenant, on va passer à la conclusion de ce 19e congrès. Donc, je laisse la parole au président du CINERPA, Jean-Alain Marguerite. Merci de l'applaudir fortement. Oui. Bien. Alors voilà, ces deux journées s'achèvent. Alors je voudrais quand même dire un mot. Parce qu'hier, quand j'ai fait référence au petit groupe qui a œuvré avant 2001 pour la création du CINERPA, j'ai cité Théodore Amantini, Sylve Journel, mais j'ai oublié une personne. Une personne qui est en plus un des plus anciens opérateurs dans notre secteur, mais qui est toujours jeune, svelte et élégant. Et je voulais parler de mon ami Claude Cheton. Je pense qu'il mérite qu'on l'applaudisse. Voilà mon cher Claude. Écoutez, il est temps de clôturer ce 19e congrès. Avant que vous retourniez chacun dans vos foyers, j'espère que certains resteront ce week-end à Marseille pour profiter du beau temps. Je voulais vous remercier de toutes les belles paroles que vous m'avez dites tout au long de ces 2 jours. J'en suis très touché. Je vais essayer de ne pas vous faire pleurer. Je vais arrêter parce que je ne suis même pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Donc,
un immense merci à tous. Je voulais aussi quand même remercier chaleureusement tous nos partenaires pour la qualité de leur accompagnement, leur disponibilité, leur gentillesse. On partage avec eux la réussite de ces 2 journées parce que je considère qu'elles ont été particulièrement réussites. Vous êtes venus nombreux et c'était un vrai plaisir. Un grand merci donc à Delphine et à toute l'équipe de Galice pour le magnifique espace exposant, l'équipe de Cocktail Santé, armée de ses appareils photo, de ses caméras. Un grand merci à Philippe et toute son équipe. Damien, Sébastien. Merci à Clapotis pour la création et des visuels de ce congrès, Culture et compagnie, et particulièrement à Soun, que vous n'avez pas vu, et moi non plus cette année, hélas, mais qui est la chorégraphe, qui a organisé le spectacle que la belle équipe du Cinerpa a réalisé hier soir. Et bien entendu, bravo à l'équipe qui s'est investie. Merci à Philippe et son équipe technique, l'équipe du Palais des Congrès du Parc Chano, bravo. Marc Salvadero, mon pote, qui a accompagné l'équipe du Cinerpa pour le dîner de gala, et puis tous nos exposants pour leur fidélité et leur confiance. Un grand merci à Annette Burgdorf d'avoir animé ces 2 journées, ça a été un grand plaisir. Merci aussi à notre ami Christophe Ruot, qui doit être encore dans les stands, le fidèle Christophe, qui donne de la voix pour que nous puissions participer à toutes les opérations. Un grand merci à Nicolas et à Julia, je ne sais pas où ils sont, je ne les vois pas, mais ça a été un très très grand plaisir, Nicolas, de t'entendre. Julia, franchement, avec Julia, vous avez réussi à mettre des mots simples sur des choses que j'avais en moi et que j'étais incapable d'expliquer. Donc voilà, vraiment un grand bravo à vous deux. Moi, j'ai particulièrement apprécié. Voilà, ça se termine. Rendez-vous l'année prochaine à Strasbourg. On change de région.